Radio J, l'émotion de Jérôme Gaulon. Bonjour Jérôme. Bonjour Cyrielle, bonjour Bernard Mabille. Vous êtes ému, vous? Très ému de vous rencontrer. Vous avez l'air costaud quand même. C'est donc le moment de la chronique émotion. On va dans cette chronique parler de vos goûts culturels et d'artistes que vous aimez. Et on va le voir, il y a beaucoup de nostalgie dans vos préférences. On commence en musique avec l'un de vos chanteurs préférés. Il s'agit de Michel Polnareff. On peut entendre Love Me, Please Love Me. Une chanson sortie à l'origine en 1966 sur le premier album de Michel Polnareff et reprise en version piano-voix dans le nouvel album de Polnareff. Polnareff chante Polnareff, sorti le 18 novembre dernier. C'est tout frais. Alors ce nouvel album de Michel Polnareff qui reprend ses plus grands succès, c'est l'occasion de revenir sur les débuts de cet immense artiste. Nous sommes en 1964 et alors qu'il est âgé de 20 ans, Michel Polnareff quitte le cocon familial qu'il juge trop étouffant pour lui. Il enchaîne alors les petits boulots et avec ses économies, il s'achète une guitare et s'installe sur les marges du Sacré-Cœur où il chante régulièrement tout en faisant la manche à la terrasse des cafés. Et c'est à ce moment qu'il compose les premières notes de La poupée qui fait non. Repéré dans la rue par l'agent d'artiste André Pousse, un ancien cycliste, il gagne un concours dont le premier prix est un contrat avec Barclay. Oui mais voilà, Polnareff refuse de peur d'être trop formaté. Il faut le faire quand même pour refuser Barclay à l'époque. Il signe finalement avec une autre maison de disques, Disque AZ, et le succès est immédiat. Ses premiers titres, La poupée qui fait non ou Love Me, sont de très gros succès. Des titres qu'il reprend aujourd'hui dans son nouvel album, un album teinté de nostalgie. J'ai écouté l'album, c'est vraiment... Je suis pas un fan absolu de Polnareff, mais l'album est très très beau. J'adore cette mode de faire piano-voix. Ce qu'avait fait Nougaro avec Maurice Vander et tout, je trouve ça magnifique. Et là, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et d'ailleurs, Michel Polnareff, qu'on aimerait beaucoup recevoir sur l'antenne de Radio J, parce que je sais qu'il est à Paris en ce moment et on n'arrête pas de me le dire, invite-le. Donc si vous nous entendez, vous le connaissez, il est le bienvenu. Allez, on poursuit avec une autre reprise que vous appréciez, Bernard Mabille. Ça a été mon premier autographe demandé, Michel Polnareff. Vrai? Oui, à l'époque, il roulait en Mustang, je me souviens, donc j'étais épaté. Et je l'avais guetté chez son coiffeur, pas de rue de Berry, mais un truc comme ça. Et quand il est sorti, je lui ai demandé un autographe. C'est trop joliment raconté, ça. Oui, je l'ai revu depuis. Mais... Avec tout ça, s'il ne vient pas dans notre émission, Cyrielle, ça va pas. C'est ça. Alors, on y arrivera, vous inquiétez pas. Allez, on poursuit avec une autre reprise que vous appréciez, Bernard Mabille, Jérôme. Alors, on reste dans la nostalgie, Bernard Mabille, puisqu'on peut entendre National 7, chanson de Charles Trenet, sortie en 1955. Et reprise par le collectif Bon Enchanteur. Bon Entendeur, excusez-moi. Bon Entendeur. Ma vue baisse. Alors National 7, c'est une chanson qui évoque cette route longue de 996 km qui relie Paris au sud de la France et qui a symbolisé pendant de nombreuses années la route des grands départs en vacances vers le sud. D'ailleurs, pour se rendre dans l'une de ses propriétés qu'il possédait dans les rivages du Midi, Charles Trenet empruntait régulièrement cette route nationale 7 et c'est un matin, alors qu'il se promenait dans les jardins de sa maison de Jouan-les-Pins, que lui est venue l'idée de cette chanson. Cyrielle, je crois que vous avez quelque chose à dire. Mais oui, parce que moi je sais que Bernard Mabille, vous aimez sans doute cette chanson parce que ça doit vous rappeler votre époque Palaface les Flots. Est-ce que c'est vrai ou pas? Oui. Du bout, le musée du bout, oui. Mais j'adore Trenet, j'adore Bon Entendeur. Ils ont repris Mouloudji, ils ont repris tout un tas de trucs, c'est magnifique. C'est magnifique. Nino Ferrer et tout, c'est magnifique. Et alors j'ai rencontré Trenet, j'avais écrit 4-5 pages dans les nouvelles littéraires sur Trenet, j'avais mis tout mon cœur et mon petit talent parce que j'adorais Trenet. Et quand j'ai rencontré le mec, il était odieux, désagréable. Et vraiment, j'étais déçu. Alors je l'écoute toujours parce que, vous voyez, quand j'arrive à Paris par le pont de Sèvres, là, quand on voit la Tour Eiffel, je chante Revoir Paris, c'est obligatoire. Revoir Paris, je chante Trenet. Et en tout cas... Et quand je suis allé la première... Excusez-moi. Non, mais allez-y, poursuivez. Quand je suis allé la première fois à Toulouse, je vous jure que c'est vrai. J'étais arrêté au feu rouge et je chantais, quand je vais à Toulouse, je chante Toulouse de Nougaro. Et la bagnole à côté qui s'arrête, c'était Claude Nougaro. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je dis, je suis en train de chanter ta chanson. Il y a des trucs qui marquent comme ça. Ah non, Trenet, c'est formidable. Dès que vous avez un coup de blues. Bien sûr, Trenet, c'est magnifique. On va poursuivre dans votre univers culturel, Bernard Mabille, mais maintenant, on va parler cinéma, Jérôme. Oui, et là encore, on reste dans la nostalgie et le passé, puisque l'un de vos films du moment, Bernard Mabille, c'est Ennio, sorti le 6 juillet 2022. Un documentaire consacré à Ennio Morricone, l'un des plus grands compositeurs de musique de film du XXe siècle.
Un documentaire sorti 2 ans jour pour jour après sa disparition, puisqu'il nous avait quitté le 6 juillet 2000 à 91 ans. Et un documentaire donc qui retrace toute sa vie. Alors à 8 ans, le petit Ennio rêvait de devenir médecin, mais son père voulait à tout prix qu'il soit trompettiste. Ennio s'est donc orienté vers la musique pour notre plus grand bonheur, j'ai envie de dire. Alors on ne va pas refaire toute sa discographie, ça prendrait beaucoup de temps. Il y a 500 films, 500 musiques de films. Mais on lui doit évidemment de nombreuses musiques, de western spaghetti et de films cultes comme Le Professionnel. On peut d'ailleurs entendre la bande-annonce du Professionnel qui a fait pleurer des millions de Français, en particulier il y a un an. C'est la bouffe pour chien aussi, non ? C'était aussi la pub pour Royal Canin, tout à fait. Mais bon, on le préfère dans Le Professionnel. Et puis, en tout cas, pour la petite anecdote, puisqu'on parlait de Michel Polnareff à l'instant, bien figurez-vous que la bande originale du film La Folie des Grandeurs, composée par Polnareff, eh bien, c'était un hommage du chanteur français à Ennio Morricone. Bref, Francis Weber, que nous avons reçu ici le 6 octobre dernier, disait que lorsqu'un réalisateur de film avait trouvé son compositeur pour ses musiques, il avait fait 50% du boulot. Eh bien, j'ai envie de dire, quand on entend les musiques de Ennio Morricone, on se rend compte à quel point il a raison, qu'il est même en dessous de la réalité. Bien sûr, c'est le cas de Claude Lelouch avec Francis Lair. Je peux vous dire un truc, j'ai un point commun. Après avoir vu le film, j'ai vu que j'avais un point commun avec Bruce Springsteen. Bruce Springsteen, parce qu'il raconte que quand il a vu Le Bon, la Brute et le Truand, il s'est précipité chez un disquaire pour acheter la bande originale, et moi aussi. Ça m'a marqué, cette bande originale m'a marqué, et marqué. Bien sûr, mais parfois il y a ces œuvres qui nous bouleversent. Le Coyote et tout, c'était... Et alors j'ai vu ce film qui dure 2h15, mais qui est une merveille. On voit pas du tout le temps passer, avec ce monsieur qui se raconte avec beaucoup de simplicité. Et là, quand on sort de là, on se dit mais non, chien, on n'est pas. Je suis tout petit. C'est immense l'œuvre d'Ennio Morricone. Immense. Et on va terminer cette chronique, Jérôme, avec de la littérature. Oui, Bernard, quand on vous demande quel est votre livre de chevet du moment, ou du moins l'un de vos livres du moment, vous nous citez La grande histoire du petit Nicolas, paru le 22 septembre dernier aux éditions Aymar du Châtenay. Alors là encore, c'est un héros du passé qu'on met à l'honneur. C'est un beau livre. Puisqu'on rappelle que le petit Nicolas a été créé en 1956 par René Goscinny et illustré par Sampé, disparu le 11 août dernier. Alors ce livre, La grande histoire du petit Nicolas, il révèle donc les secrets de la création du plus célèbre des écoliers français, riche d'une centaine de documents, correspondances, textes, dessins et photos. L'ouvrage exhume les archives personnelles des auteurs et nous emmène dans les coulisses du destin exceptionnel de Goscinny et Sampé, deux personnalités aux antipodes l'une de l'autre, mais qui ont su s'allier pour donner vie à un héros indémodable qui a traversé les générations. Très belle amitié. Et en tout cas, le petit Nicolas, c'est un héros comme on n'en crée plus aujourd'hui. On l'a d'ailleurs vu dans cette chronique. Bernard Mabille, niveau culture, vous semblez très attaché aux œuvres du passé, comme si le présent n'était plus capable d'être aussi créatif. Et vous disiez quand même à ce propos, il y a une petite phrase de vous qui va dans ce sens, et c'est par là que je terminerai, puisque vous déclariez « La France est passée du siècle des Lumières au quinquennat des ampoules basse consommation ». Une phrase qui veut dire beaucoup de choses, Bernard Mabille. Un petit peu quand même, un petit peu. Mais je veux pas être nostalgique à tout craint. Mais c'est vrai que, par exemple, moi, j'adore la bande dessinée, j'adore collectionner un peu des planches, des trucs comme ça, mais je suis plus attiré par la ligne claire belge, c'est-à-dire Franquin, Tintin, que par les nouveaux dessinateurs, c'est vrai. Mais bon, pourquoi, je ne sais pas. C'était toujours mieux avant, quoi.